Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette autre édition de Droit de réponse sur Equinox Télévision. 4 ans de suspension, c'est la sanction qu'écope l'éminent professeur Jean Bahebek, chirurgien orthopédiste, jusqu'au 27 mai dernier, enseignant à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1. Il lui est reproché, entre autres, des faits d'insubordination et comportements violents, des actes constitutifs d'atteinte à l'éthique, à la dignité et à la déontologie universitaire. Selon les informations relayées par la presse cette semaine, le professeur Jean Bahebek, qui est aussi militant de l'UPC et par ailleurs secrétaire général de l'une des factions de ce parti politique, connaît depuis plusieurs années des démêlés avec la direction de l'université de Yaoundé 1. On en parlera dans cette édition de Droit de réponse. En débat ce dimanche également, la question de l'immigration. Des chiffres effrayants ont été révélés par le Haut Commissariat des réfugiés en fin de semaine dernière. Plus de 800 personnes ont perdu la vie la semaine dernière en mer Méditerranée et plus de 1250 d'entre elles sont portées disparues. Ces personnes tentaient de rallier des pays de l'Occident. Si officiellement les chiffres ne font pas état de l'ampleur du phénomène au Cameroun, il reste que des historiens montrent que des histoires comme celle d'un jeune homme de 37 ans rencontré par le quotidien Le Jour mercredi dernier démontre à suffire que le phénomène de l'immigration touche le pays bien au-delà de ce qu'on peut penser. On parlera également dans cette édition de Droit de réponse de cette crise de la grippe aviaire qui sévit depuis plusieurs semaines au Cameroun, 3 semaines plus précisément, et qui persiste. L'on atteint la barre de 80 000 voyelles mortes depuis le début de l'épisodie, il y a donc 3 semaines, bien au-delà de la crise de 2006, avec une lourde facture, bien lourde pour le secteur avicole, facture qui devra être payée à tout prix si le secteur doit revivre, mais qui payera la facture, là est toute la question. Voilà donc le menu de cette édition de Droit de réponse, menu qui sera abordé tout à l'heure par les panélistes que nous avons invités pour cette édition de ce dimanche. Mais avant, nous allons faire un tour de revue de presse avec Flavien Ndongo pour mieux comprendre comment est-ce que la presse a traité des sujets retenus cette semaine. Bonjour Flavien. Bonjour Albertine, bonjour à tous. Vous savez bien que nous sommes dans la semaine de l'enfant africain. Exactement. Et j'ai voulu donner une couleur particulière en mettant un tissu africain sur ce plateau. Merci d'être là, Flavien. Donc, alors, 3 sujets ou un peu plus vont animer les débats de ce dimanche. Bien entendu, et comme vous l'avez évoqué, on va parler notamment du professeur Jean Bahebek. D'ailleurs, la presse, pour ce qui est donc de la suspension de 4 ans de cet éminent professeur, Bahebek notamment, le quotidien Le Jour souligne qu'il n'est pas seul. Ils sont 2 enseignants qui ont été donc suspendus à l'université de Yaoundé 1, donc victimes de suspension notamment. Donc Le Jour révèle que la sentence est tombée après notamment la tenue d'un conseil de discipline qui reproche d'ailleurs tout d'abord au professeur Bahebek des actes constitutifs d'atteinte à l'éthique, bien notamment on parle également de l'atteinte à la déontologie universitaire. Donc selon le reporter du quotidien Le Jour, Jean Bahebek est aussi accusé de harcèlement sexuel sur ses étudiantes et plus grave encore d'insolence envers ses collègues professeurs. Le Jour rappelle que Jacques-Fabien Ndongo, enseignant donc s'est souvenu de ce que Jean Bahebek a pu faire à certains de ses collègues, c'est-à-dire les coups de gueule et autres, pour notamment aboutir à cette sanction qui lui a valu donc 4 ans de suspension. Pas de coup donc à dispenser, et c'est encore moins des soins à faire au niveau de l'hôpital central où il exerçait. Le journal reste également et nous apprend que c'est donc une situation très compliquée depuis quelque temps et qu'on a constaté que, en dehors de lui, Dr Fridolin Nke, à savoir, qui est également accusé de harcèlement sexuel sur une étudiante et chantage. Les 2 sont suspendus pratiquement pour les mêmes causes, avec notamment de l'insolence au centre de tout cela. L'anecdote, pour sa part, rappelle que le professeur Bahebek a été sanctionné pour indiscipline. L'hebdomadaire d'enquête et d'information précise qu'au centre donc de ce qu'on reproche à Bahebek, il y a le leadership qui hante bien sûr l'université de Yaoundé 1. Donc les travaux de 4 de certains de ces étudiants ont même été annulés par le recteur de l'université de Yaoundé 1 selon des sources de ce journal. L'anecdote, le même journal rappelle que les déboires de Jean Bahebek débutent donc en 2012 pour ses attitudes particulières. Pour l'anecdote, il est question
pour lui donc de reprendre un peu les formes à travers cette suspension, avec notamment tout ce qui lui est arrivé et bien d'autres enseignants aussi qui sont touchés par cette suspension. Donc le journal Le Messager, qui ne rate pas l'occasion, fait savoir que le professeur Jean Bahebek était dans un réseau de rançonnement des patients de l'hôpital central de Yaoundé pour un suivi à titre personnel. Un autre élément qui vient donc s'ajouter, c'est notamment les multiples plaintes contre le chirurgien orthopédiste et enseignant à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Yaoundé 1. La presse rappelle qu'il peut faire appel pour se désigner donc de tout ce qui lui est reproché. C'est donc une autre possibilité qui lui a été offerte. Ça, c'est pour le premier sujet. Le second sujet de cette autre édition de Droit de réponse concerne notamment l'immigration clandestine. On a évoqué plusieurs fois dans la presse, même si tous les journaux n'ont pas révélé tout ça, mais le quotidien Le Jour fait savoir que c'est un drame permanent chez nous en Afrique. Dans Le Jour, le Haut Commissariat aux réfugiés a précisé qu'il y a donc eu au moins 880 morts la semaine dernière en Méditerranée et plus de 1250 disparus cette même année. Donc, pour le quotidien, des tragédies sont donc légion dans notre continent. Les Africains qui quittent d'ailleurs le pays pour l'Italie et autres pays. Pour cette année, donc 2016, 14 000 personnes sont d'ailleurs mortes, selon une ONG camerounaise qui dit avoir mené des enquêtes sur le phénomène. Parmi les réactions, on apprend que certains ont d'ailleurs évoqué la pauvreté et surtout les guerres qui secouent l'Afrique et qui amènent d'ailleurs les jeunes à partir pour le bonheur. Il y a qui racontent leurs déboires, ceux qui sont quand même revenus, qui ont eu la chance de revenir et estiment que malgré l'échec du gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des jeunes, il vaut mieux donc vivre ici que d'aller courir le risque de perdre sa vie. Par ailleurs, il y a certains qui estiment qu'il faut tout faire, tout payer, bien entendu, pour pouvoir atteindre les objectifs et ceux qui sont également accompagnés par leurs parents aussi. Le bio-hebdomadaire, la météo propose des images fortes des jeunes Africains qui bravent d'ailleurs des étapes difficiles pour la recherche du bonheur ailleurs, en se demandant d'ailleurs quelles sont les motivations de ces jeunes-là qui courent les risques tous les jours pour la clandestinité. Le journal rappelle qu'il y a d'ailleurs le chômage, l'insécurité et parfois même l'instabilité de certains pays africains qui poussent aussi ces mêmes jeunes à aller voir ailleurs. Et même au profit de leur vie, la météo va plus loin et précise qu'il y a des parents, des familles même qui déboursent beaucoup d'argent, qui cotisent même et encouragent donc ces derniers à aller au front, question d'améliorer leurs conditions de vie au bout donc de ces difficultés. Voilà du moins ce que la presse propose sur les sujets essentiels, en tout cas qui sont débattus ce dimanche dans Droit des réponses. Merci Flavien. Mais avant de partir, un mot peut-être sur cette crise de la grippe aviaire qui sévit au Cameroun depuis plusieurs semaines déjà. On l'apprenait il y a quelques jours, quelques heures, on peut le dire ainsi, que le préfet de Fundi interdisait également la vente de la provente dans son territoire de commandement. Comment est-ce que vous appréciez cette autre mesure jugée par les commerçants mesure abusive? C'est vrai que les informations nous révèlent que c'est hier seulement que le préfet prend la décision et les éleveurs commencent déjà à se grincer les dents parce que certains estiment qu'en interdisant la vente donc de la provente, il va amener en tout cas les poulets et autres qui sont quand même encore en vie pourraient mourir et là on va certainement accuser la grippe aviaire. Donc c'est un peu comme si c'était une fabrication de certains responsables pour implémenter un peu cette pathologie qui continue de rafler nos poulets que nous sommes d'ailleurs habitués à consommer chaque fois. Merci. Nous allons réagir sur le sujet tout à l'heure avec nos panélistes. Le temps de découvrir ceux qui nous accompagneront pendant cette émission. Nous avons sur notre plateau ce dimanche Edmond Kambia. Bonjour. Bonjour. Notre consultant qui nous a manqué, bienvenue à cette émission. C'est toujours avec plaisir que je réponds présent à cette invitation. Alors je précise juste que vous salue êtes... tous les téléspectateurs, passant. D'accord, vous êtes donc en service à la Nouvelle Expression, chef service politique et politique internationale. Tout à fait, Albert. Alors nous avons également Robert Mouté-Ambassa qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur ce plateau, monsieur. Bonjour à vous, bonjour aux copanélistes, bonjour à tous les téléspectateurs. Et comme d'habitude, nous pensons être à la hauteur des sujets qui seront abordés ce jour, de manière à éclairer les uns et les autres et puis à se continuer de se former.
Entre autres casquettes, vous êtes un membre du comité central du RDPC. Tout à fait, je suis membre suppléant du comité central du RDPC. Et vous savez également... septembre 2011. D'accord, merci. Et nous sommes également sur ce plateau Yves Tchala. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, c'est ma première pour cette émission. Merci de m'avoir invité. Je suis particulièrement sensible aux questions migratoires et chaque fois qu'on m'appelle à ce sujet, je m'efforce d'être là. D'accord, sensible parce que vous êtes également le président de l'ONG Solutions Migration et puis vous êtes enseignant à l'université de Douala. De Douala, effectivement. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation, messieurs. Nous allons commencer en attendant un autre panéliste qui va nous rejoindre d'ici à là. Mais peut-être avant d'aborder les sujets qui ont été retenus pour cette mission, quelques réactions sur quelques sujets quand même qui ont fait l'actualité. Donc, Ambia, je vais commencer par vous. Teniez à rendre un hommage à ces... Il faut dire que le monde sportif a été lourdement éprouvé ces dernières semaines. On a eu Mohamed Ali aux États-Unis, mais on a eu très proche de nous Stephen Keshi également, international nigérian, et puis aussi entraîneur de l'équipe nationale qui a perdu la vie de suite de crise cardiaque. Vous teniez à lui rendre un hommage en début de cette émission. Oui, effectivement, il faut rendre un hommage mérité à Stephen Keshi, qui a été pendant longtemps le capitaine, n'est-ce pas, de l'équipe nationale du Nigeria, qui a été également un très grand entraîneur, parce qu'avant de prendre en charge, n'est-ce pas, l'équipe de son propre pays, il a entraîné d'autres équipes africaines, notamment le Togo, où il a fait ses preuves, il a préparé l'équipe du Togo pour la Coupe du Monde. Il faut le dire également, Stephen Keshi est l'un des rares, n'est-ce pas, joueurs et entraîneurs africains à avoir non seulement gagné la CAN comme joueur, mais aussi la CAN comme entraîneur. Après Hassan Chiata, l'entraîneur de l'équipe égyptienne. Et rendre hommage à Stephen Keshi, c'est doublement parce qu'il part par un arrêt cardiaque et pratiquement très jeune. 54 ans, c'est quand même très jeune. Il avait encore beaucoup à apporter, non seulement à son pays, mais à l'Afrique. Et c'était déjà un modèle en termes de coaching. Il faut également parler ici d'un grand boxeur, n'est-ce pas, américain de classe internationale, triple champion du monde de boxe, Mohamed Ali, né Cassius Clay, qui avait dû changer de nom pour des raisons personnelles, parce que dans la période où il obtient, n'est-ce pas, ses premières médailles, il y a le racisme qui marque les États-Unis. Alors il décide de changer de nom, de se convertir à l'islam. Et il se rapproche d'ailleurs de Malcolm X, qui était le tenant, n'est-ce pas, de la réponse violente du mouvement de la nation de l'islam. Donc il est décédé le 3 juin dernier, il a été inhumé vendredi 10 juin. Et il y a devant des célébrités, des anciens chefs d'État, des chefs de gouvernement. Il faut dire ici que l'oraison funèbre a été prononcée par Bill Clinton, qui était très proche de lui. Il y a eu des chefs d'État, je dois citer également des chefs d'État turcs, Erdogan, Recep, qui n'a malheureusement pas malheureusement, il n'a pas pu assister jusqu'à la fin. Je crois que c'est pour des problèmes liés à l'organisation, parce qu'il voulait bien montrer, déposer une étoffe qui symbolise que Mohamed Ali était vraiment un fervent croyant, mais on ne lui a pas permis de déposer cette étoffe noire qui vient de la Kaaba sur le cercueil. Mais ça n'a rien enlevé, n'est-ce pas, à cet hommage planétaire qui a été fait à Mohamed Ali. Merci. Yves Tchala, sensible aux questions de migration, certainement, mais peut-être aux questions de sport aussi. Oui. Stephen Keshi, vous l'avez certainement connu et aimé comme beaucoup de footballeurs camerounais. Absolument, des qualités extraordinaires de leadership. Parce qu'il arrive en 84 et il est directement capitaine de cette équipe sortant des juniors, alors qu'il trouve des joueurs plus anciens dans l'équipe. Une finale remarquable contre le Cameroun qui reste dans les annales. Et puis, comme Edmond l'a dit, il réussit aussi en tant qu'entraîneur. Et ils ne sont effectivement que deux au niveau de l'Afrique à avoir pu gagner en tant que joueur-entraîneur. Mais je pense qu'il s'agit plutôt de Mahmoud El Gouari et pas de Hassan Chiata, mais tout aussi égyptiens, donc qui ont pu réaliser ça. Il faudra ajouter que dans la foulée, il y a un autre entraîneur nigérian de classe qui est mort après Keshi, c'est Chouaïbou,
qui s'en est allé aussi. Et donc, c'est une hécatombe, une véritable hécatombe que le football africain subit à ce niveau. Petite leçon peut-être aussi pour le Cameroun, qui devrait peut-être penser à faire plus confiance aux entraîneurs nationaux, avec l'exemple de Keshi. Bon, c'est un débat, c'est toujours assez compliqué parce que Stephen Keshi lui-même n'a pas été très à l'aise, même s'il a gagné avec le Nigeria, des conflits à répétition avec la fédération nigériane. Ça n'a jamais été facile et ce n'est pas facile, on le voit, pour nous de travailler en tant que techniciens, les sportifs tout au moins, pour leur pays. C'est difficile. Robert Mutambasa, un mot quand même concernant cet éminent entraîneur décédé malheureusement cette semaine. Tout à fait, je ne pourrais pas ne pas dire un mot. Il y a cet entraîneur Stephen Keshi, il y a Mohamed Ali comme on a dit, mais à côté ici il y a David Maïbi qui a été aussi inhumé hier. Je pense que c'est des gens qui ont un trait commun. Ils sont presque tous partis de moins que rien et sont devenus des personnalités respectées partout dans les pays, dans le monde. Et je crois que ceux qui ont fait leur classe en partant de moins que rien, étape après étape, et ont atteint vraiment des niveaux assez supérieurs, c'est les gens qu'il faut saluer et je m'incline et je salue leur mémoire. Alors avant de passer la parole à notre panéliste qui nous a rejoint, une question, je me serais senti mal de ne pas vous la poser quand même. Quelques problèmes, quelques couacs dans le MBAM quand même après la nomination des délégués permanents du RDPC dans cette partie du pays, puisque vous êtes membre du comité central, vous allez peut-être nous dire très rapidement ce qui se passe avant qu'on continue l'émission. Oui, disons, je peux aller très vite. Je peux vous dire qu'à l'époque du secrétaire général Joseph Charles Doumbia, il y avait ce qu'on appelait les personnalités ressources d'accompagnement qui descendaient sur le terrain pour appuyer les responsables locaux. Mais c'est des gens qui descendaient à un certain pouvoir. Avec le ministre Sadi, secrétaire général, on les a dénommés des délégués du comité central. Et généralement, c'est des gens qui descendaient, ils venaient en appui au plan intellectuel, financier et aider à l'organisation des choses. Mais on s'est bien rendu compte que les militants, ceux qui militaient vraiment, étaient parfois marginalisés. Et vous l'avez bien vu à la faveur des dernières élections, le renouvellement des organes de base, où il y a eu un désordre où des gens qui partaient de nulle part étaient projetés à des postes de responsabilité, alors que ceux qui militent depuis 10, 15, 20, 30 ans sont là, écartés, parce qu'ils n'ont pas la faveur peut-être du ministre ou bien du directeur général qui est en fonction. Et ça pose des problèmes. Et je crois que le président a le souci de stabiliser le fonctionnement du parti. Au dernier congrès de septembre 2011, il a été créé des postes de délégués régionaux permanents et délégués départementaux permanents. Donc le président a mis en application l'une des résolutions du Congrès qui veut que dans chaque département, il y ait un délégué permanent du comité central. Ce délégué accompagne les présidents de sous-section sans se substituer à ces derniers. Donc c'est lui un peu le chef politique du département. Il oriente, il aide, il accompagne et le responsable des organes de base, en commençant par le président de section, est le responsable dans son arrondissement, mais il rencontre au délégué permanent qui lui donne des conseils. Maintenant, ce qui s'est passé pendant longtemps, c'est quoi? C'est que les ministres ou DG qui partaient comme chef de délégation, malgré qu'avec la venue du secrétaire Jean Kouete, il a dit que cette délégation c'est terminé, mais il y en a qui continuent d'aller sur le terrain avec ce titre de chef de délégation, alors que le comité central ne les a pas commis, tout simplement parce qu'ils ont la fonction, soit des ministres, soit des DG. Et du coup, avec la nomination des délégués, ceux qui avaient pris cette habitude ont du mal à lâcher du lest. Ça crée le problème que vous avez soulevé, où il y a un délégué permanent nommé par le président national, mais il y a un ministre qui ne veut pas qui est membre de cette commission, mais qui ne veut pas respecter la discipline du parti. Alors on peut dire que la presse l'avait prédit, que c'est la nomination de ces délégués qui devrait apporter de sorte de guerre de leadership. Normalement, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Si en respectant les textes, on ne devrait pas. D'accord, on reviendra sur le sujet une autre fois, un débat pour parler de ces nominations. Le temps pour moi de saluer Serge Soro qui nous a rejoint. Bonjour, bienvenue sur ce plateau, monsieur. Merci et bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision. Alors, je rappelle juste que vous êtes secrétaire à la jeunesse de l'UPC.
Effectivement. Merci d'être venu. Les présentations faites, nous allons commencer par l'un des sujets prévus pour cette édition. Nous allons parler de l'immigration. On le disait, plus de 800 morts la semaine dernière en mer Méditerranée et plus de 1250 disparus. Cette année, selon le Haut Commissariat des réfugiés, l'Organisation internationale de migration va plus loin. 14 000 personnes auraient perdu la vie cette année pour donc ces causes d'immigration clandestine. C'est donc les chiffres, je le disais, de l'Organisation internationale par les migrations qui va plus loin que les chiffres révélés par le Haut Commissariat. Alors Yves Tchalla, nous allons commencer par vous puisque vous êtes l'un des spécialistes de la question sur notre plateau aujourd'hui. Lorsqu'on jette un regard sur les chiffres qui sont rendus public, on n'a pas le sentiment que sur le plan de l'ampleur, le Cameroun est vraiment touché par ce phénomène d'immigration. Les chiffres en la matière ne parlent pas beaucoup du Cameroun, mais ce n'est pas le sentiment qu'on a lorsqu'on jette un regard profane dans la situation au Cameroun. On a l'impression que les Camerounais immigrent énormément. Qu'est-ce qui se passe? Justement, c'est bien de parler d'impression parce que quand on est sur le terrain, on arrive à une autre réalité. Pourquoi? Parce que la migration irrégulière, elle est de deux types. On regarde juste tout ce qui se passe dans la traversée, mais ce n'est pas le seul moyen de se retrouver en situation irrégulière parce que sur le plan de la traversée, ceux qui viennent du Cameroun prennent plus la voie donc du Maroc et moins celle de la Libye, même s'il y a quelques-uns aussi qui passent par là. Mais le Cameroun excelle beaucoup dans les gens qui partent de façon régulière, mais qui dépassent la période prévue pour le séjour, pour se retrouver en situation irrégulière. Et à ce niveau, on a eu beaucoup de situations. Et ça fait grossir en fait les demandes d'asile. Nous, pendant 3 ans, on a mené une campagne de sensibilisation avec le ministère de l'Intérieur belge, par exemple au niveau de l'ONG, parce qu'ils ont remarqué entre 2010 et 2012 une très forte recrudescence des demandeurs d'asile en provenance du Cameroun. Le chiffre est passé de moins de 1000 à plus de 3000 demandeurs d'asile. Donc, on se retrouve avec des pays comme l'Afghanistan, etc., pratiquement dans ces chiffres-là. Et les Belges qui connaissent quand même à peu près la situation au Cameroun ont compris qu'en fait, ça devait être des demandes d'asile déguisées, des personnes qui sont allées régulièrement, qui ont dépassé la période du séjour et qui cherchent des subterfuges, en fait, pour pouvoir rester maintenant en estimant être persécutés, etc., sans enlever au fait qu'il puisse avoir quelques-uns qui soient vraiment persécutés. Mais la réalité, c'est que sur les enquêtes qui ont été menées par le GEREA, qui est la structure, par exemple, au niveau de la Belgique, qui s'occupe des suivis précis par rapport à ces personnes qui demandent l'asile, ils se sont rendus compte que pour beaucoup, c'était des pseudos, n'est-ce pas, persécutions. Donc, ces chiffres-là montrent que le Cameroun est touché par le problème de l'immigration clandestine et effectivement aussi les retours des migrants, retour et admission des migrants en situation irrégulière, où on voit de nombreux Camerounais. Elmon Kanga, justement, c'est peut-être pour ça qu'on l'a constaté dans la revue de la presse, Flavien Dongo l'a noté, la presse ne s'est pas beaucoup focalisée sur ces immigrations-là parce qu'on a l'impression peut-être que le Cameroun n'est pas trop concerné par ces chiffres. On a l'impression que c'est peut-être un problème des pays en guerre et que le Cameroun, c'est peut-être ça qui fait en sorte que le sujet ne retienne pas véritablement l'attention, vous croyez, dans la presse? Oui, je partage cet avis-là parce que quand la presse donne des informations sur les immigrés en général ou les émigrés, généralement c'est de manière saisonnière, de manière routinière, c'est-à-dire dans les périodes où on célèbre par exemple les réfugiés africains, ou alors lorsqu'il y a des morts dans l'océan Atlantique et qu'il y a une mobilisation au niveau des chefs d'État européens pour faire face à ces difficultés-là. Donc généralement c'est dans ce sens que la presse focalise l'attention sur les questions des réfugiés. Mais au-delà de ça, je dois dire qu'ici, il faut revenir aux causes profondes, n'est-ce pas? Ce qui pousse, n'est-ce pas, les Africains, y compris des Camerounais, à se rendre en Europe. Il y a cette idée
d'aller à tout prix, Paris à tout prix. Il y a un célèbre film, n'est-ce pas, de Joséphine Dagnou sur la question. Il y a plusieurs films d'ailleurs d'autres auteurs africains et non africains sur la question, sur l'Eldorado européen, parce que l'Europe est demeurée cet Eldorado-là, même s'il y a le chômage là-bas, des difficultés énormes. On voit ce qui se passe en France, on voit ce qui se passe dans d'autres pays européens. C'est vraiment pas facile, mais beaucoup estiment qu'il faut toujours y aller. Donc quand je parlais des causes principales de ces départs, il y a les crises politiques, il y a les guerres, l'insécurité qui provoquent ces départs-là. On le voit à travers notamment les filières de ces mouvements-là. Il y a la Libye, beaucoup passent par la Libye, beaucoup passent par le Maroc. Ceux qui passent par la Libye, c'est pour rejoindre l'Italie en particulier. Ceux qui passent par le Maroc, c'est pour rejoindre l'Espagne. Ceux qui passent par la Mauritanie, la filière de Mauritanie, c'est pour les îles Canaries. Donc il y a comme ça plusieurs filières. Et comme disait Salah tout à l'heure, la filière marocaine, c'est une vieille filière qui est très connue, non seulement des Camerounais, mais de beaucoup d'Africains au Sud-Sahara. D'accord. Alors, s'il est vrai que la recrudescence du phénomène ces années, c'est à cause de l'instabilité politique, les guerres dans les pays, la Libye par exemple en Afrique et puis la Syrie peut-être au Moyen-Orient. Pour le cas du Cameroun, ça ne peut pas être le cas. On parle déjà des motivations. Les motivations sont purement économiques au Cameroun. Pas seulement. J'avais parlé de Serge Soro. Après, vous allez... Serge Soro, oui. Non, mais peut-être parce que les gouvernants ont une réponse beaucoup plus globale à la question. Disons que fondamentalement, l'immigration n'est pas une spécificité et une exclusivité africaine ou alors de ce temps. En tout temps, dans l'histoire, lorsque les espaces sont devenus non viables et non fiables, les peuples ont immigré. L'Amérique a été envahie par l'Europe avec une immigration clandestine. Sauf que pour le cas de l'Afrique et particulièrement du Cameroun, il y a une conjonction de phénomènes dont la responsabilité entièrement ou en grande partie nous incombe à nos gouvernants parce qu'ils ont échoué à mettre en place un cadre politique, économique et social qui répond aux questions. Parce que si on laisse le côté clandestin et on regarde le côté structuré, on va voir que même nos gouvernants immigrent à chaque occasion. Quand ils sont malades, ils immigrent. Quand ils veulent éduquer leurs rejetons, ils immigrent. Quand ils veulent aller en vacances, ils immigrent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas construit un pays dans lequel ils peuvent vivre complètement et à tout temps. Maintenant, quand on prend donc la population qui, sur le poids de deux facteurs, la paupérisation permanente et l'absence de réponse adéquate, à la fois économique et politique, eh bien, je vous dis, sans même commenter, si on prend demain matin un micro et qu'on se met sur la route ici à Douala, on demande aux Camerounais qui veut partir, tout le monde va vous dire qu'il veut partir, y compris ceux qui gouvernent. Ça veut dire simplement que le problème est devenu un problème sérieux et qu'il faut le prendre pour y apporter des réponses politiques. Maintenant, les scoops qu'on sort pour montrer les cadavres et tout ça, moi je dis ça sont les faits, on ne peut pas les nier, mais ils doivent nous interpeller et interpeller au premier chef ceux qui gouvernent. Ils touchent tous les peuples africains. Il challengera tout à l'heure si on peut parler de migration dans ces conditions-là, mais avant, Robert Mutambasa, est-ce que vous pensez justement que la situation actuelle, ce phénomène d'immigration est dû à l'échec des politiques de notre gouvernement pour créer des conditions favorables pour, par exemple, les jeunes, la couche la plus touchée par le phénomène? Disons qu'en essayant d'accuser le gouvernement tout seul, je crois que c'est un raccourci. Moi, j'irai un peu plus loin en amont. Vous savez, à une certaine époque ici, quand une famille avait un enfant qui partait comme des études à l'étranger, on était dans la société, c'était bien vu, c'était apprécié. C'est chaque parent qui voulait qu'au moins un de ses enfants a fait ses études à l'étranger. À un moment donné, nous, en grandissant, on a bien vu ça. Et ça faisait rêver tout ce qui restait. Parce que ça a toujours été ainsi. Même quand les gens partent d'ici pour devenir des balayeurs en Europe, ou bien des gens qui vont, des morguiers, ou tout ce que vous voulez, des gens qui creusent des tombes, ils préfèrent le faire là-bas que de le faire ici. Il y a un problème culturel. Donc, il y a un problème d'abord culturel. Et à côté de ça, il y a un problème économique, effectivement, qu'on ne peut pas nier. On ne crée pas assez d'emplois pour occuper les jeunes et ils ont tendance à s'expatrier en espérant aller peut-être voir mieux ailleurs ou bien donner leurs compétences ailleurs. Et puis il y a l'autre côté qui est évidemment politique, mais le politique il est un peu entre guillemets, voilà, parce qu'il a dit tout à l'heure, votre confrère Edmond, les Camerounais sont très intelligents.
Et quand ils voient une brèche par laquelle ils peuvent se permettre de se mettre en situation régulière, ils ne vont pas hésiter. Aller en Europe, aux États-Unis, partout, vous allez voir que beaucoup passent par cette filière pour essayer d'obtenir leurs papiers, comme l'a dit M. Tchala. Et ce n'est pas parce que le gouvernement camerounais le plus dictatorial ou bien le plus mauvais du monde, non. Mais derrière ces actes qu'ils posent, ils ternissent l'image du pays. Et les gouvernants de ces pays pensent que le président Biya est l'homme le plus dur, le plus méchant, alors que, en fait, c'est une filière que les Camerounais utilisent pour se mettre en situation normale. Donc je pense que l'immigration, il faut peut-être que les gens sachent exactement comment les gens vivent à l'étranger. Parce que nous autres qui avons eu la chance d'aller dans un ou deux continents ou trois, mais les gens souffrent plus qu'ici. Des gens qui passent la nuit dans un canapé pendant 15 ans, ils ne peuvent pas avoir une chambre et un lit. Mais quand ils viennent en vacances ici, ils ont le costume au corps, ils cherchent le copain qui a une voiture, il monte, il descend avec lui pendant 3 semaines, il repart. Le Camerounais qui reste se met à rêver, il va partir, il sera bien comme lui, pourtant il n'est pas bien. Alors, je crois qu'il faut que les choses se fassent. À l'époque, par exemple, à l'étranger, les étrangers, par exemple en France, ne balayaient pas la rue. Aujourd'hui, les Français balayent. Donc il y a plus ce job que les gens faisaient avant pour faire les études. Si malgré tout, les Camerounais continuent de partir dans ces conditions-là, il y a problème. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend. Je peux vous garantir que beaucoup qui arrivent là-bas, jeunes filles comme jeunes garçons, sont très déçus. Après, ils ont honte de revenir. Parce qu'en partant, il y en a qui font des festins, disent au revoir au village. Je m'en vais en Bengue. Et quand ils arrivent en Bengue, ils trouvent que c'est dur, plus qu'au Cameroun, ils ont honte de revenir. Très bien. Alors, Yves Tchala, le terrain, quand vous êtes sur le terrain, les motivations au Cameroun, ce sont lesquelles? Pourquoi est-ce que les gens partent au Cameroun? Oui, il n'y a pas de mystère, Albertine, par rapport à ça. Comme on l'a dit, la première cause résulte de ce que les économistes appellent généralement les inégalités structurelles, pour dire que les gens aspirent toujours à chercher ce qui est mieux ailleurs. Généralement, on condense ça en 2 éléments quand on voit les pays de départ et les pays d'accueil. Donc, au niveau des pays de départ, il y a ce qu'on appelle les facteurs push. Donc, tout un ensemble de facteurs qui amènent les jeunes à vouloir émigrer. Et donc, dans ce lot-là, vous avez les raisons économiques, le manque de perspective, vous avez les perceptions aussi. Ça peut être vrai ou pas, mais les jeunes, comment ils perçoivent les possibilités de pouvoir s'intégrer ou pas dans un pays, de la gouvernance, la corruption, etc. Donc, tout cet ensemble d'éléments-là pèse forcément dans les facteurs push qui amènent donc les jeunes à vouloir se déplacer pour aller ailleurs. Vous ajoutez à cela les facteurs relevés par le grand frère, donc des facteurs d'attrait qui sont véhiculés par les immigrants là-bas, les images, tout le reste qui achève de les convaincre que voilà, le meilleur se trouve forcément ailleurs. Donc c'est tout cela. Maintenant, la migration, c'est aussi un projet individuel, même si après il y a les familles souvent autour. Donc parce que l'idée c'est que c'est pas forcément les plus mal nantis qui vont prendre la route. C'est aussi ça qu'il faut savoir. Il faut aussi avoir de l'argent pour prendre la route. Absolument. Donc, quelque part, il y a aussi le projet autour de cela, des individus qui amènent voilà, à cette idée de départ. Edmond Kamgar, oui. Oui, au-delà de l'accent que nous mettons, n'est-ce pas, sur l'immigration pour des raisons économiques qui sont réelles et profondes. Parce que, voyez-vous, on est dans un pays où le SMIC est le plus bas dans toute l'Afrique centrale. Parce qu'au Cameroun aujourd'hui, officiellement c'est 28 000, mais il y a un projet de le porter à 36 000. Et même si c'était 36 000, ça restait toujours très insuffisant. Vous ne pouvez pas vivre avec 36 000 francs CFA. Donc, au-delà, je disais, de la raison économique, il y a un type d'immigration qui est important et qui touche beaucoup des pays africains et particulièrement le Cameroun. Il y a ce qu'on appelle l'immigration choisie. Je vous assure, il y a trop d'intellectuels dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de spécialités, de Camerounais en France, en Europe. Il y a le fuite de cerveau. Je vous assure, si vous allez en France, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, vous avez dans ces pays-là les meilleurs spécialistes de la médecine, les meilleurs ingénieurs dans toutes les spécialités. Ils sont Camerounais. Imaginez que ces Camerounais-là aient la possibilité de retourner au Cameroun. Bon,
disons, pas retourner de manière définitive, parce que ça va être très compliqué et difficile, parce que rien ne leur permet de retourner de manière définitive. Parce que là-bas, ils gagnent mieux leur vie qu'au Cameroun. Donc, il faut susciter l'attrait du retour. Pas forcément définitif, mais au moins qu'ils puissent retourner et investir au Cameroun. Mais rien n'est fait dans ce domaine également pour qu'ils puissent investir. Parce qu'il y a un des problèmes qui n'a jamais été résolu au Cameroun, la question de la double nationalité. Ça a été porté à l'Assemblée nationale, mais jusqu'à présent, ça n'a pas été débattu et discuté. Et Paul Biya, le président du Cameroun, avait promis, c'était l'une de ses promesses à la diaspora. Parce que, imaginez-vous, la plupart de ces Camerounais-là ont au moins une autre nationalité. S'ils ont la possibilité, si la loi sur la nationalité est révisée, je vous assure que ces Camerounais peuvent nous permettre d'atteindre l'émergence avant 2035. D'accord, nous reviendrons tout à l'heure sur les solutions peut-être pour mieux gérer cette situation, parce qu'il faut faire avec ceux qui sont partis. Mais avant, Serge Soro, si le phénomène aujourd'hui prend de l'ampleur, vous le dites, Robert Mutambasa le disait, c'est pas aujourd'hui qu'on parle de migration, vous l'avez dit vous-même, c'est pas aujourd'hui qu'on parle de migration, mais on voit quand même certaine recrudescence dans le phénomène. On a l'impression que c'est un peu plus élevé. Ça dénote quand même un mal-être dans le pays, au moins. Non, oui, là, permettez-moi de dire au grand frère Mutambasa qu'il ne faut pas... Il ne faut pas fausser la réponse. Non. Vous, en faisant un parallèle avec l'immigration, vous saviez, avant, quand un Camerounais allait à l'étranger, on savait qu'il va rentrer. Lui-même se préparait à rentrer. Oui. Parce qu'il y avait des possibilités de choix. Il y a 3 problèmes fondamentaux qui font que les Camerounais ne veulent plus rester au Cameroun. Vous savez, dans ce pays, on n'a plus le droit d'espérer, en dehors justement d'être de la majorité festive. Vous n'avez pas la liberté de réussir. Moi, je vais vous prendre un cas. Est-ce que vous savez que dans ce pays, vous pouvez obtenir, par exemple, un accord de prêt dans une banque, et puis on vous poursuit pour détournement de deniers publics dans ce pays? Ce qui est inimaginable. Et puis le dernier, c'est qu'il n'y a pas le choix d'oser. En dehors de danser avec les danseurs, vous êtes tout de suite menacés. Ça veut dire que qu'on le veuille ou pas, les Camerounais sont mal à l'aise chez eux. Et beaucoup d'Africains sont mal à l'aise. Si nous prenons simplement élément par élément, on commencera par l'élément économique. Quel est le pays sérieux au monde qui, après avoir divisé le salaire des fonctionnaires par 3, attend des dizaines d'années pour le remonter d'un iota? Tous les pays sérieux au monde qui veulent combattre la difficulté économique savent qu'il faut relancer la consommation. Au Cameroun, on n'en fait même pas cas. On attend qu'il y ait une menace d'implosion sociale. Quel est le pays sérieux au monde qui ne s'occupe pas des questions fondamentales que sont la santé, l'éducation et le logement social? Pour que, n'est-ce pas, le panier, ne serait-ce que le pouvoir d'achat de ceux qui sont des employés du plus grand employeur qu'est l'État. Aucun fonctionnaire camerounais de l'État ne peut vivre de son salaire. Alors là, ça devient une guérilla. Nous sommes en pleine guérilla économique qui ne dit pas son nom. Partout où vous allez, les scandales qu'on a évoqués à l'hôpital à Kinshasa sont venus seulement mettre cela en nu. Ça fait que tous les Camerounais sont sur le chemin de départ. Ceux qui sont rentrés sont dans une bataille dans laquelle on refuse même de les écouter. Nous disons que c'est un problème politique fondamental, que c'est un problème qui arrive dans tous les siècles, comme je l'ai dit au début, mais les autres y ont apporté des réponses. Et il faut que les Africains y apportent des réponses sans fuite en avant, comme ça, parce que ça concerne d'abord ceux qui gouvernent. C'est eux qui ont en charge le destin du Cameroun et des Camerounais. Il y a un 3e problème qui est politique. Le camarade vient de dire tout à l'heure qu'il faut résoudre le problème de la double nationalité. Ce n'est pas le seul, parce qu'il y a les étrangers qui investissent au Cameroun. Il faut créer un espace qui sécurise le bien de celui qui a investi. C'est ça le problème. Vous pouvez investir dans ce pays pour peu que vous ne soyez pas de l'autre camp. Même on tord le cou à la justice pour vous mettre mal à l'aise. Et ça se voit tous les jours. Ça fait que beaucoup de jeunes Camerounais qui sont rentrés, essayés avec des financements même des pays européens qui les aident au retour, sont rentrés. Moi, j'en connais par milliers. Moi-même, je pouvais rentrer. Robert Mutambasa, Serge Soro démontre ici que le problème de l'immigration est
et concerne les gouvernants. Et nous disons que nous sommes disposés à discuter avec eux de ces questions. D'accord, je vous en prie. Est politique. Alors, votre avis sur la question? C'est un problème purement politique, ce problème d'immigration aujourd'hui. Il a donné de très bons arguments. Il y a le problème de chômage, des jeunes qui n'ont pas le droit d'espérer, des choses que l'on vit au quotidien au Cameroun. Est-ce que vous pensez que cela peut être la cause même de ce phénomène-là? Je vais déjà vous dire que les problèmes que le Cameroun a ne sont pas des problèmes spécifiques au Cameroun. C'est vrai, il y a beaucoup de chômage des jeunes. Moi-même, je le décris systématiquement. Il faut trouver des emplois aux jeunes, il faut créer des espaces, créer des conditions favorables pour que les jeunes puissent même s'auto-employer. Ça, je l'ai toujours dit. Donc, ce qui a été fait jusqu'à présent est insuffisant. Et je pense que le gouvernement le sait bien, qu'il doit tout mettre en œuvre pour améliorer, accélérer, augmenter les capacités, de faire travailler les jeunes. Et je fais partie de ceux qui poussent dans ce sens. Mais il ne faut pas non plus diaboliser aussi le pays. Parce que vous savez, nous autres qui avons la chance de voyager de temps en temps, sans sortir même de l'Afrique centrale, faites un tour en Afrique centrale, Tchad, Gabon, Congo et autres, les pays dans lesquels nous avons l'indépendance la même année, je peux vous garantir que quand vous allez revenir, vous allez changer votre manière de discuter, de penser. Parce que moi, je suis parti au Congo, je suis parti en Centrafrique, je suis parti au Gabon, j'ai visité ces pays. Je peux vous garantir que il y a des fois, je me demandais, mais attends, c'est pas possible. Quand on voit comment les Camerounais tirent à boulet rouge sur le président et son gouvernement, je vois comment les autres se contentent de 10 fois moins. Je me demande si vraiment... Mais c'est bien, on ne peut pas baisser la garde. Les gens doivent continuer à parler. Parce qu'ils parlent, on en tient compte, on continue d'avancer. Donc moi, je pense que... Par exemple, moi, j'en viens. Je veux dire, par exemple, l'immigration a augmenté ces derniers temps. Je ne pense pas que ce soit en valeur absolue une augmentation due au fait qu'il y a plus de Camerounais. Non. Je pense qu'il y a 50 ans, nous étions 4-5 millions de Camerounais. Aujourd'hui, nous sommes 20-25 millions. Donc, même si il y a 50 ans, 10% de Camerounais partaient, 10% de 5 millions, ça fait combien? 500 000. Aujourd'hui, 10% de 20 millions, ça fait combien? Ça fait 4 fois plus, au moins 2 millions. Donc, il y a 2 millions en valeur absolue qui ont augmenté, mais dans la réalité, le pourcentage reste le même. Par contre, il y a une tranche de la population qui est rentrée dans l'immigration à un moment où on ne s'attendait pas. C'est la tranche de 50 ans et plus, hommes comme femmes. Moi, je vous le dis pourquoi. Un État comme le Maryland aux États-Unis, c'est presque le Cameroun. Si vous cherchez quelqu'un au Cameroun qui a disparu depuis, vous ne le voyez pas, vous allez voir dans le Maryland, vous allez le trouver, il est là-bas quelque part. Ils sont tous partis, comme l'a dit Edmond, par voie normale, par visa, famille, touriste, tout ce que vous voulez, et arriver, ils ne reviennent pas. Et étant là-bas, ils veulent se régulariser. Pour se régulariser, ils essayent de jouer sur la branche politique. Et qui paye le pot cassé, c'est le président bien tout de suite, qui prend le coup parce qu'on dit qu'il est très mauvais, il a chassé tous les gens. Pourtant, les gens sont sortis normalement. Donc, ce type d'immigration, comment on doit l'appeler? Est-ce que c'est une immigration choisie? Est-ce que c'est une immigration parce que les conditions économiques ne le permettent pas de vivre ici? Moi, je pense que c'est un ensemble de choses qu'il faut essayer. Il a parlé du SMIC. Je viens. Le SMIC, je suis d'accord que le SMIC est faible. On ne peut pas vivre avec 35 000 à Douala et Yaoundé. On est obligé de faire d'autres choses à côté pour s'en sortir. Et c'est ça qui fait qu'il y a des maux qui minent notre société, qui n'arrivent pas encore à changer. Mais le Camerounais, foncièrement, à la base, est quelqu'un de malin, rusé. Tu fais pas attention, il va te doubler très facilement. Vous partez souvent sur Yaoundé. Arrêtez-vous dans les péages. Voyez ce que les enfants viennent vous vendre. Si vous ne faites pas attention, vous allez acheter des oranges qui ne sont pas mûres, ou bien des arachides où il y a 2 graines dans une boîte qui est tapée par le bas, et ainsi de suite. Les Camerounais sont très rusés. Donc, quelque part, je ne voudrais pas accuser le politique ou l'économie, ou bien les facteurs culturels ou autres. Je pense que ce qui se passe au Cameroun se passe ailleurs. Sauf qu'au Cameroun, nous sommes des bons gars, on parade, et puis du coup, ça fait plus écho, comme si vous avez un 23e enfant qui fait plus de bruit que les 22 premiers qui sont calmes. Alors, Yves Tchalla, en termes de solutions, quelles sont peut-être les solutions pour essayer d'améliorer la situation? Qu'est-ce que vous proposez pour que les Camerounais aient envie de rester chez eux? Qu'est-ce qu'il faut changer? Ces problèmes socio-culturels, problèmes économiques? Quelles sont les solutions qu'on propose, par exemple? Mais les solutions sont à tous les niveaux. Déjà, les solutions doivent être nationales. On a parlé de double nationalité, etc. En fait, on devrait parler de politique migratoire en général. Et nous avons travaillé depuis sur un draft de politique migratoire
au Cameroun qui est reparti au congélateur. Je crois qu'on est en train de se réactiver là pour qu'elle ressorte, parce que la politique migratoire doit prendre tout un ensemble d'éléments dessus, donc y compris l'apport de la diaspora qui est bien relevé dans les documents nationaux, etc. Donc il faut voir la politique migratoire au-delà des autres aspects, l'amélioration économique, les perspectives, faire rêver les jeunes, etc. Tous ces éléments ils sont clairs. Mais après, il faut qu'il y ait une politique migratoire volontariste pour inciter, par exemple, au retour. On a parlé de ça ici. Au retour même temporaire. Il y a des programmes pour ça. Il y a des projets qui se mettent comme ça s'est fait dans d'autres pays avec les MIDAL et tout ça. Parce qu'effectivement, il y a une diaspora très qualifiée camerounaise à l'étranger, et il faut pouvoir intéresser cette diaspora au développement du pays local. Donc tout ça doit s'inscrire dans le cadre d'une politique migratoire claire, et comme je le dis, nous avons commencé avec les institutions, la société civile, etc. Sous le couvert du Premier ministère a élaboré, on a même fini le draft, et donc on attend la suite par rapport à cela. Maintenant, ça c'est au niveau national. Après, ce n'est pas qu'une affaire nationale. Au niveau de la CEAC, de la CEMAC, on a vu que d'abord, parce qu'il faut se dire bien que la migration est d'abord intra-africaine. Le gros de la migration est intra-africaine, et que ce qu'on voit du sud vers le nord ne représente que 14 millions à peu près sur 233 migrants mondiaux dans le monde. Donc c'est assez marginal, parce que on va d'abord vers d'autres pays africains. Or, nous-mêmes, dans cette migration, quand on voit au niveau de la CEMAC, toutes les expulsions qu'il y a tous les jours vers certains pays, alors qu'on doit être au niveau de la libre circulation, etc., du libre établissement, il y a des choses à faire à ce niveau de la CEMAC, de la CEAC. Encore une fois, au niveau de la CEAC, on a élaboré un draft de politique là-bas qui doit être signé par les chefs d'État. Après, il y a tout un ensemble d'éléments. Le Maroc, par exemple, rien qu'avec sa politique migratoire de 2014, le Maroc a réussi à faire tout un ensemble de choses. Le Maroc a régularisé depuis là 27 000 personnes. Donc beaucoup en provenance d'Afrique subsaharienne qui sont maintenant installés au niveau du Maroc, qui arrivent à vivre. Donc il y a ces actions-là, et puis après il y a les actions concertées avec tous les autres, comme le processus de Rabat, qui a une cinquantaine de pays à l'issue des conférences euro-africaines. Depuis 2006, nous sommes au 4e plan d'action. Aujourd'hui, il y a 4 piliers, et au niveau de ces 4 piliers, on arrive à travailler, parce qu'il faut parler aussi du soutien à la migration légale. Il faut ouvrir un peu plus les vannes. On a peur par rapport à la migration des qualifiés, mais il faut pouvoir s'asseoir pour tabler sur tous ces éléments. Oui, Edmond Kamga, vous le disiez tout à l'heure, c'est près de 5000 médecins, par exemple, camerounais, seulement dans ce secteur, qui sont à l'étranger, qui exercent à l'étranger. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser quand même que dans cette situation apparemment catastrophique de migration, quelque chose de bon peut en sortir? Il y a des pays africains qui ont fait de l'immigration une source même de développement. On parle par exemple du Mali, où les immigrés apportent quelque chose de plus-value dans le développement du pays. Est-ce qu'on ne peut pas justement penser que l'immigration pourrait apporter quelque chose de positif quand même? Mais bien sûr, vous citez très bien un pays qui a une belle politique migratoire. Le Mali, il y a également le Sénégal. En tout cas, la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest ont de l'avance sur les pays de l'Afrique centrale, sur les questions de politique migratoire. Parce que la plupart il y a même dans les gouvernements de ces pays-là, tout un ministère chargé des Maliens de l'extérieur, un ministère chargé des Sénégalais de l'extérieur. C'est-à-dire, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, pour la plupart de ces pays francophones, ont tout un ministère, je dis tout un ministère, qui ne s'occupe que de la diaspora. Et ça manque au Cameroun et à beaucoup de pays de l'Afrique centrale. Et c'est pour cela que l'apport de la diaspora dans ces pays-là est énorme. Ces gens, ils apportent beaucoup, non seulement à leur famille, mais à l'État, à travers les mouvements associatifs, à travers les associations, les ONG. Je peux vous dire même que parfois, près de la moitié du budget de leur pays, l'équivalent, c'est ce que la diaspora de ces pays-là apporte à leur pays. Donc, ils participent énormément au développement. Et
au-delà des politiques migratoires qui ont un rôle très important, il y a la question de la nationalité que j'ai posée là. Dans ces pays-là, on ne s'enferme pas, on est ouvert. C'est-à-dire, on peut avoir plus d'une nationalité, on peut avoir une double nationalité, et cela facilite beaucoup de choses, comme je disais tantôt. Il faudrait que le Cameroun s'arrime à la modernité, parce qu'il faut sortir de là, parce que dans le passé, lorsque l'on sait que la loi de 108 sur la nationalité au Cameroun, cette question de double nationalité ne se posait pas, enfin, avait été vissée. L'idée, c'était d'empêcher les UPCistes, qui se retrouvaient majoritairement en formation ou en exil en Europe, de retourner au pays. C'était pour les empêcher de retourner légalement au pays. C'est pour cela qu'on avait empêché la double nationalité. J'ai dit, l'une des solutions, donc, c'est, comme l'a dit Salah, améliorer notre politique migratoire, mais je le dis également, en prenant l'exemple du Mali, du Sénégal et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, il faut ouvrir les vannes, permettre, n'est-ce pas, à la diaspora de jouer un rôle de premier plan, n'est-ce pas, au développement économique du pays. Alors, je dois quand même apprécier deux choses qui ont été faites. Oui. C'est que récemment, le Cameroun et le Mali ont revu, n'est-ce pas, leur accord sur la libre circulation pour l'améliorer, pour l'adapter à la modernité. C'est une bonne chose. Il y a également un projet en vue de revisiter, n'est-ce pas, l'accord sur la libre circulation des personnes entre le Cameroun et le Nigeria. Bientôt, l'accord sera signé. J'ai dit, également, c'est une bonne chose. Il faudrait donc qu'on continue dans ce sens-là, qu'on revisite les textes qui existent et qu'on signe de nouveaux accords. Si des accords n'existent pas avec des pays de la sous-région, les pays de la CEMAC, mais également les pays de la CEDEAO, et qu'on prenne l'exemple des pays de la CEDEAO pour les arrimer à l'Afrique centrale, pour que l'Afrique centrale ne soit pas toujours le ventre mou, non seulement de la démocratie, mais le ventre mou de la gouvernance économique. Alors, Serge Saro, on l'a dit, hein, peut-être ne pas voir l'immigration comme une sorte de fatalité. On est dans un monde où la libre circulation est prônée par tous, des personnes et des biens. Peut-être permettre à travers cette immigration-là de développer plus nos pays, de permettre que les personnes puissent circuler. On ne pourrait pas toujours voir ça comme une fatalité, ce phénomène. Ça pourrait apporter du bon quelque part. Bon, vous savez, l'appréciation varie selon l'angle par lequel on prend la question, mais on ne développe pas un pays avec l'immigration. Certes, on peut immigrer pour aller, comme on le fait, comme tous les pays le font par des échanges économiques, intellectuels, mais ce n'est pas la solution. Quand un pays commence à voir ses enfants fuir son sol, c'est qu'il y a un problème. Et la solution consiste, puisqu'on en est aux solutions, il faut améliorer, n'est-ce pas, l'offre d'environnemental viable, c'est-à-dire le logement social, la santé et l'éducation. Rien que ces trois secteurs permettaient, même si on n'ose pas tout de suite les salaires des Camerounais, permettraient d'avoir l'impression pour ceux qui travaillent, d'avoir un pouvoir d'achat qui leur permet de mouvoir et de se stabiliser. Après, il faut reconstruire le cadre politique. Il faut qu'on cesse de vouloir faire un nivellement par le bas. Quand on veut comparer des pays qui n'ont aucun niveau, aucun paramètre de comparaison avec le Cameroun, je dis ça, c'est on refuse de se développer. On ne peut pas comparer le Cameroun aux autres pays comme le grand frère Mouté a voulu le faire. Le Cameroun a un potentiel tel que les Camerounais, comme il l'a dit lui-même dans les années 70, partait pour revenir. Parce que le pays on avait l'espoir que tout va changer en bien. Et il faut continuer à entretenir cet espoir. Et c'est possible. Si on relance le secteur du logement social, on va résoudre le problème. Si on relance, comme il a dit lui-même, quel est ce pays qui forme des gens dont il n'a pas besoin? On vous dit tout le temps qu'on a formé les gens, mais leur formation est inadéquate par rapport à l'emploi. Ça, c'est quoi? Ça ne se comprend même pas. Ça ne devrait même plus se dire par ceux qui gouvernent, parce que c'est honteux et calamiteux. D'accord. Après, il y a des éléments comme la santé. On peut faire de notre pays un espace de tourisme sanitaire où tous les autres pays africains enverraient leurs gens se faire soigner. Ça stabiliserait tous les autres. Et ça ferait venir ceux des Camerounais qui ont l'expertise à l'extérieur sans qu'on n'élude les autres questions qui pourront se poser. Moi, je vais vous donner quelque chose. Les gens aiment parler de cette question d'immigration. Est-ce que vous savez que la nationalité américaine est assez complexe, par exemple? C'est l'un des pays les plus développés au monde. Mais elle est exclusive. Oui. On ne vous le dit pas, mais dès que vous pouvez être là avec vos 40 passeports, le jour où vous dites que vous voulez être shérif, on vous dit que la nationalité est exclusive, allez vérifier. Donc, ce n'est pas un problème. Il y a les étrangers qui investissent au Cameroun, ils ne sont pas Camerounais. Donc, un Camerounais qui est aux États-Unis peut investir au Cameroun, même en étant américain. Ce n'est pas là le problème. La vraie question, à mon sens, que vous avez posée, c'est ces jeunes Camerounais qui meurent en voulant fuir leur pays à tout prix.
La il faut solution, porter ça pour sortir. Disons que c'est un phénomène, vous savez, on prend des habitudes et puis c'est pas facile de les perdre. Je prends un cas simple, je préfère prendre des cas que j'ai connus, que j'ai vécu. Je connais 2 médecins qui sont sortis du CUS ici, à Yaoundé, docteurs en médecine, et qui sont allés aux États-Unis. Un docteur en médecine au Cameroun aujourd'hui gagne 200, 250 000 francs par mois. Et ces messieurs sont allés aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne reconnaît pas le diplôme de docteur en médecine délivré ici. Parce qu'il faut repartir dans une école aux États-Unis pour bénéficier du titre de docteur en médecine. Alors, comme ces derniers n'ont pas voulu recommencer à zéro, repartir pour 7 ans, alors ils ont accepté de se faire recruter comme des standardistes. Ah oui, dans un hôpital. Standardiste, je dis bien. Comme Alors, quoi le mal est très profond. Alors non, j'en viens. Donc, je veux dire ceci. Alors, standardistes, ils sont payés, je crois, à 10 francs, 10 $ l'heure. Par mois, ça va chercher dans les 1 400 200 par mois, par rapport à 250 000. Bien qu'ils soient standardistes, ils préfèrent gagner 1 400 500. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que quelqu'un qui a fait de bonnes études dans ce pays et qui gagne en temps normal et qui est en règle, pour les médecins qui sont en règle là-bas, c'est pas dizaines de milliers de dollars qu'ils gagnent par mois. C'est beaucoup d'argent. On les paye très bien. Bon, maintenant, celui qui est dans ces configurations, lui demander de revenir au Cameroun gagner 250 000 francs, ça ne sera pas facile. Même si on lève les barrières liées à la nationalité, je vois mal quelqu'un qui va gagner, je ne sais pas, 10 millions par mois, laisser pour venir gagner 250 000 par mois. Donc, on a beau aimer son pays, je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses aussi qui sont aussi importantes que le pays. Donc, je crois que la solution de cette problème d'immigration est dans la formation, la culture, l'information, donner la vraie face des deux côtés. Parce qu'en fait, je vous dis, quand un enfant reste devant sa télé, il regarde les images qui viennent d'Europe, des États-Unis, il n'y a rien de négatif à part quand il y a des catastrophes. Mais pourtant, là-bas, il y a des gens qui souffrent, il y a de la misère, il y a des gens qui dorment dans la rue en hiver, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas où se protéger avec la chaleur. Donc je crois que tout ça doit être remonté, permettre aux gens de comprendre que peut-être que c'est dur, c'est mauvais chez nous, mais on n'est pas plus mauvais que, on n'est pas les derniers non plus. Je n'encourage pas, je n'encourage pas que les gens partent hors du pays ou bien qu'ils restent dans la misère, mais je pense qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose quand on s'y veut. Il faut rester positiver dans ce qu'on fait, et je crois qu'on arrive toujours à s'en sortir. Parce que ceux qui sont là au pays, qui réussissent, n'ont pas de cordes. D'accord. Ils ont 2 bras, très bien, merci. Tête, on va aborder le deuxième sujet de ce dimanche. On va parler de cette crise de grippe aviaire qui s'alourdit, qui persiste. Je le disais à l'entame de cette émission, on a traversé la barre des 80 000 volailles mortes cette semaine depuis le début de l'épisodie. Une crise qui commence à échapper un peu, dont le contrôle commence à échapper selon la presse au gouvernement. On a appris encore hier que le préfet du Fundi avait interdit la vente de la provente dans son territoire de commandement, une chose surprenante pour les commerçants et les aviculteurs qui ne comprennent plus ce qui se passe. Alors Edmond Kambia, lorsque vous jetez un regard sur cette crise à ce jour, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache peut-être derrière cette grippe aviaire, ce que les commerçants commencent à relever comme thèse? Ils ne comprennent plus les mesures, ils ont l'impression qu'il y a toute une cabale pour faire disparaître, faire du mal à la filière avicole. Comment est-ce que vous voyez tout cela? Vous analysez la crise depuis le début? Quand j'observe ce qui se passe, j'ai l'impression que le gouvernement n'a pas tiré toutes les leçons de la dernière crise aviaire de 2006. Oui. Parce qu'on tourne en rond. Pourtant, on a eu l'impression au début que les choses étaient bien parties, à partir du constat, des analyses qui ont été faites très rapidement, mais très vite. Les éleveurs, les fermiers se retrouvent dans une situation abracadabrante. Ils sont abandonnés à eux-mêmes, malgré quelques informations, quelques concertations entre les principaux maillons de la chaîne. Mais je trouve que ces concertations sont non seulement insuffisantes, mais la vérité n'est pas dite. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas valider la thèse du complot, parce qu'il s'est dit des choses. Il y a des rumeurs.
bon, je ne veux pas ici revenir sur ces rumeurs, mais on dit quand même que si la situation persiste, si on tient tant à détruire ces poulets, on est même allé, vous avez vu à l'ouest, on est allé jusqu'à détruire les poulaillers. Alors que ce n'est pas prévu qu'il faille détruire totalement l'enclos dans lequel les poulets sont élevés. On demande d'asperger le produit, c'est ce qui est demandé. Donc, il y a comme une dérive qui laisse penser, je n'ai pas la preuve, mais je dis, ça circule, que peut-être qu'on veut anéantir, n'est-ce pas, la production locale à la faveur des poulets importés. Il faut faire très attention. Ce sont des informations qui circulent. Il y a même une information selon laquelle on découragerait les consommateurs parce qu'on ne communique pas suffisamment de manière utile pour faire comprendre aux consommateurs qu'ils peuvent encore consommer le poulet. Cette information n'est pas donnée, qu'on peut encore consommer le poulet. Il faut le dire, on peut encore consommer le poulet. Alors, Yves Tchala, justement, vous qui êtes, c'est vrai, dans le secteur des migrations, mais vous avez l'habitude des communications. Est-ce que vous avez l'impression que la communication passe mal dans cette crise? Le consommateur n'est pas assez informé, ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, une psychose générale qui s'installe, les gens qui refusent de consommer le poulet. Or, on apprend des spécialistes du domaine que l'on peut consommer encore le poulet. Alors, vous avez l'impression qu'il y a un véritable problème de communication dans cette crise? Absolument, parce que nous, les consommateurs, on n'est pas assez informés de tout ce qui est. Est-ce que les risques ils sont là, jusqu'à quel niveau les risques ils sont là, etc. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a un vrai problème. Comme on l'a dit, peut-être dès le début de la crise, on était plus préoccupés à circonscrire la crise, mal. Etc. Le mal, ça peut se comprendre, mais maintenant, on devrait davantage communiquer aussi vers les consommateurs parce que c'est pas uniquement une affaire de la filière entre, n'est-ce pas, le gouvernement et les autres, mais c'est quelque chose qui doit arriver jusqu'aux consommateurs. Et à ce niveau, véritablement, je pense qu'il y a un déficit de communication et qu'il faudrait davantage améliorer la communication à ce niveau. Moi, je dirais plutôt que ça a plutôt l'air de... En fait, j'ai plutôt l'impression que la panique s'installe parce que le ministre, dans son communiqué, interdit la vente, la circulation, la vente des poulets dans des périmètres bien précis. Il a commencé par le Fundi. Je pense que c'est le préfet qui a dû faire à l'ouest. Et maintenant, le préfet revient dans le Fundi. Et le ministre interdit la vente des poulets. Il n'a pas interdit de consommer le poulet. Il faut être clair là-dessus. Parce qu'il y en a qui se mélangent. Mais si le produit... Comment est-ce qu'on peut s'approprier le poulet si on ne l'achète pas? Comment le consommer sans l'acheter? Non, il ne faut pas qu'on joue sur les mots. On joue sur les mots, là. Au moment où le ministre fait son communiqué, vous avez peut-être du poulet dans votre congélateur. Vous pouvez le consommer. Il n'est pas concerné par celui qui sort d'un veau petit ou bien de vendeurs, c'est ce que je veux dire. Il y en a qui ont des poulets dans leur concession parce qu'ils les domaine. Ils ne vont pas détruire parce que c'est pas attaqué. Donc je voudrais dire ceci, vous n'avez pas laissé continuer mon développement, vous avez pris juste d'un côté. Donc je voudrais dire ceci, le ministre n'interdit pas la consommation. Le préfet. Le ministre d'abord, il interdit la vente, rien que la vente. Maintenant, on peut consommer le poulet. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il faut ramener les choses à simple pour que les gens comprennent. La grippe aviaire, c'est quoi? Nous, les hommes, nous avons la grippe. Et quand il y a la grippe des hommes, elle se transmet en saluant quelqu'un, vous prenez sa grippe. Ça, c'est très contagieux. C'est la même grippe qu'il y a au niveau des oiseaux de sauvages et domestiques. Donc, les poulets et autres. Donc, ils ont la même grippe. Et nous, on a grandi, on a vu des poulets avoir la grippe. Quand on voit que le poulet a perdu un peu sa mobilité et puis il a tendance à mourir, on l'égorge, on met dans la marmite, on le cuit, on mange. Sauf que la grippe... Attendez, non, madame, parce que cette histoire-là, il y a une souche qu'on dit H5N1 qui, on dit, quelque part dans le monde, apparemment, on a détecté que c'est passé à l'homme. Exactement. Attendez, cette grippe peut se transmettre. Personne ne vous le dit clairement. Mais nous, on mange la viande bien cuite. Oui. Et quand vous mangez des viandes saillantes ou bien des bleus, tout ce que vous voulez, évidemment, vous pouvez avoir cette malchance, mais on a bien dit, c'est clair que quand la viande est bien cuite, on peut bien la manger. Donc, moi, je pense qu'il y a panique parce qu'il y a certains qui poussent très, très rapidement à détruire
le poulet, créer la psychose. À quelle fin? À quelle fin je peux l'accorder? On verra. Et justement, on verra s'il y a des gens derrière qui veulent commander. Moi, je ne voudrais pas. Allez-y, Serge Sora, vous êtes. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on peut manger ce poulet. Serge Sora, allez-y. Si je m'éclate de rire parce que le grand frère Moutet est devenu à la fois ministre de l'Agriculture. Non, tu ne comprends pas ce que je dis. Soyons sérieux. On entend dire la même chose, mais tu ne comprends pas. Le virus H1N1 n'est pas cette grippe. Tous les animaux attrapent la grippe. Oui. Mais cette faut bien comprendre quand je parle. Virale, le H5N1 peut muter et passer de l'animal à l'homme et être mortel. Et mortel. Et passe de l'animal à l'homme et est mortel. Et est hautement mortel. On l'a vu, il y a eu toute une épidémie planétaire. Maintenant, il fait bien parce que je sais qu'il est de l'autre côté. Normalement, dans un pays normal, le Minagri devait avoir démissionné à ce jour parce que la communication a été catastrophique. On ne sait pas interroger le Minepia. Et même l'agri. Non. Dans cette affaire, oui, parce que il m'a un peu distrait avec son approche, parce que là, il a commencé à dire qu'on peut même commencer à le cuire. Moi, je mange. Mais, parce qu'on vous a déterminé l'origine apparente. On avait dit la ferme de Mvobesi. Oui. Est-ce qu'on a établi la traçabilité au niveau de tous les intrants que cette ferme utilise? C'est des choses instantanées. Non. Parce qu'on sait d'où viennent les poussins, on sait d'où viennent les aliments, on sait d'où viennent les produits phytosanitaires. Il ne faut pas qu'on se le cache. Nous sommes dans une guerre économique planétaire. C'est vrai que les autres peuvent vouloir nous neutraliser pour continuer à importer leur poulet. On sait où est partie la grippe aviaire du virus H5N1. On sait, ce n'est pas du Cameroun, ce n'est pas une génération spontanée. Maintenant, c'est sa diffusion. Confondez la H5N1, c'est une souche. C'est elle qui est la bleue. C'est elle qui entraîne souvent cette destruction massive parce qu'on dit qu'elle est dangereuse pour l'homme. C'est pour ça qu'on neutralise dans les marchés et tout ça, parce qu'on suppose que c'est elle. Maintenant, comment se fait-il qu'elle se soit étendue dans tous les foyers du Cameroun? Ça veut dire qu'on utilise un intrant qui a été dispatché parmi les éleveurs camerounais, mais on sait où le Cameroun le prend. Il faut qu'on aille impliquer ce monsieur. Dans les autres pays, on vous inculpe tout de suite et puis vous commencez à vous justifier, vous nous apporter la preuve que c'est pas de vous, c'est pas vous qui avez livré le produit qui portait cette virus. Et on peut nous avoir délivré des intrants contaminés, il faut qu'on le dise. Et le ministre devait le dire aux Camerounais, pour que ceux-là se mettent à l'abri et qu'on cesse de harceler les pauvres commerçants qui avaient déjà leur stock de poulet. Tout à fait. Là maintenant, je vous rejoins parce que ceux qui avaient leur stock de poulet au marché, avec un minimum de sécurité, on devait les laisser écouler parce qu'on a créé. Maintenant qu'on a dit aux gens, on a tué leur poulet, qu'est-ce qu'on fait? On ne les aide pas. Vous voyez, ça va continuer à paupériser les Camerounais, à les faire fuir leur pays. Voilà un exemple. Oui. D'accord, oui, allez-y, Edmond Kamga. Justement, c'est ça le problème aujourd'hui. La crise avance, mais les factures s'alourdissent. Et qui va payer ces factures? Comment est-ce que va se passer ce secteur qui, il faut le dire, en train de prendre un très grand coup, plus de 80 000 volailles déjà mortes, on parle de plus de 4 milliards de pertes déjà. C'est un gros coup. Qui va payer les factures? Il faut penser à une forme de compensation. L'État doit normalement indemniser, n'est-ce pas, tous ceux qui sont concernés dans cette filière, notamment les fermiers et tous ceux-là qui élèvent même les poussins, ceux qui vendent les poulets, parce qu'il faut en plus créer des marchés témoins. Si la Mirabe est capable de vendre d'autres types de produits de première nécessité, pourquoi ne pas encadrer, n'est-ce pas, les fermiers, les éleveurs à vendre leurs poulets qui ont été élevés normalement, à partir du moment où ils peuvent être assistés par des vétérinaires qui peuvent certifier effectivement que ces poulets-là n'ont aucun problème. On peut faciliter la vente, parce qu'il s'agit aujourd'hui de faciliter la vente des poulets qui sont encore qui sont en bon état, dont on n'a pas la preuve que ces poulets ont été atteints par la grippe aviaire. Et Dieu seul sait, dans beaucoup de nos fermes, beaucoup d'éleveurs n'attendent que ce moment pour vendre leurs poulets, parce que justement une mesure a été prise d'interdiction de la vente. Voilà le problème. Il ne fallait pas interdire d'emblée, sans prendre... La mesure concerne on a mis la charrue avant les bœufs. Non, ce qui se passe, on a mis la charrue avant les bœufs. Avant d'interdire, il fallait voir dans quelle mesure on peut... La traçabilité et comment encourager la vente des produits, des poulets
en stock qui n'ont pas de problème. L'interdiction dans le Fundi. Dans le Fundi, aujourd'hui à l'ouest. Non, au-delà du Fundi, l'ouest est concerné, le sud est concerné. Le sud est concerné. Non, mais la mesure, on les prend, c'est l'administration. Le ministre les prend, le préfet les prenne. C'est le même gouvernement, mon cher ami. Allez-y, monsieur Yves Tchala. À moins qu'il y ait plusieurs tons dans le même gouvernement. Clair dans sa note. Allez-y, monsieur Yves Tchala. Vous pensez, vous êtes aussi pour ces marchés qui vont peut-être permettre, marchés témoins, permettre à ces agriculteurs d'écouler quand même les produits qu'on peut encore sauver, des mesures comme ça pour sauver tout au moins la filière. Je crois que la première des choses, c'est qu'il faut remettre de la cohérence dans tout ce qui est en train d'être fait, parce que justement, il ne faut pas qu'on soit gagné par la panique et qu'après, justement, qu'on prenne des mesures, des contre-mesures un peu partout, parce que c'est ça qui est le plus nocif. Il faut qu'on recommence par mettre de la cohérence dans tout ce qui doit être fait, parce que des gens arrivent, on vient détruire les poulets, on ne sait pas qui les a envoyés, il n'y a pas de dose, il n'y a pas qui envoie détruire, etc. Tout cela n'est pas clair. Et donc, je pense que tout doit commencer à ce niveau pour qu'on mette toute la cohérence, qu'on coordonne toutes les actions qui doivent être faites et que tout le monde puisse se mettre ensemble et qu'on puisse effectivement défendre aussi la production locale, justement, par rapport à tout ce qui peut être fait en termes d'appui, etc. Je crois que ça, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire comprendre aux gens ici, parce que le ministre a pris une décision, il a 6 concessions dans le Fundi. Maintenant, la panique gagne beaucoup de gens. Et moins de trucs, parce que le ministre, ils ont fait des examens, des analyses dans le laboratoire, je crois la navette, qui a trouvé ce virus. Et ils ont, je crois, envoyé des échantillons à l'étranger pour confirmer. Je ne sais pas si c'est déjà revenu. Mais entre-temps, c'est en train de progresser. Et ce n'est pas le ministre qui est derrière les autres interdictions ou quoi. Et vous connaissez bien les cas. Il faut éviter des situations où des gens, soit par jalousie, soit par quoi que ce soit, vont essayer de jeter le problème sur les autres fermiers, créer la psychose, et puis qu'ils ont le plus. Moi, je dis, à part la décision qui parle du Fundi, moi, je mange le poulet. Il y a une décision à l'ouest du pays. Donc je ne suis pas ces oiseaux de mauvaise augure qui veulent essayer de jeter le plomb partout, parce que c'est une filière qu'il faut protéger. Absolument. Nous avons combattu longtemps ici pour ne plus avoir du congelé. Il est hors de question qu'on tue cette filière qui a déjà pris la mesure des choses et qui fournit le pays. Moi je dis, je mange ce poulet tant que le ministre ne m'a pas dit qu'à Douala, donc les mesures des gouverneurs et préfets autres. Non, moi je pense que le spécialiste du gouvernement, c'est le ministère. Maintenant, si au niveau du département, le délégué départemental, ou bien au niveau de la région, le délégué régional, non, le préfet, lui, il est le technicien du ministère, c'est le délégué départemental. Donc les mesures préfectorales. Maintenant, est-ce qu'ils ont les moyens de contrôler ça dans les laboratoires? Est-ce qu'ils ont pris des sanctions à envoyer pour confirmer? Ou bien, comme il le disait, monsieur Sor, je pense qu'on sait qui a alimenté la ferme de Vorbeti. Oui. En poussin ou bien en intrant. Et maintenant, à partir de là, les enquêtes qui doivent se faire à l'intérieur ne peuvent être mises à la disposition du public que quand on a les résultats. Donc, je crois que si on était patient, on va attraper, on saura d'où ça vient. Entre-temps, il faut sauver la filière. C'est la raison pour laquelle... Qui doit payer les factures, qui doit payer les normalement, là, en commandant, on peut discuter parce que, vous savez, quand vous créez une entreprise, vous payez les assurances pour gérer ce genre de situation. Maintenant, comme c'est le gouvernement qui demande de détruire, il faut bien qu'il y ait des compensations. Maintenant, est-ce que le gouvernement a le budget pour compenser? Ça, c'est encore notre paire de manches. C'est ça, pour sortir. Voilà. Pour sortir, disons que c'est seulement symptomatique de la catastrophe avec laquelle les Camerounais sont souvent gérés sur des questions aussi essentielles que leur alimentation. Le poulet qui est devenu une denrée chérie des Camerounais. Je crois que les Camerounais ont même autour du poulet toute une culture culinaire qui peut s'exporter. On mange le poulet à Douala avant, maintenant tous les jours. On peut même faire des restaurants camerounais uniquement sur le poulet. Et vous avez tout un ministre qui est incapable de rassurer un peuple. Et il est encore là. Très bien. Non, il est encore là, c'est catastrophique. Laissez-moi plaisir. Mais chez les autres, c'est pas du folklore. Normalement, le ministre, il prend ses responsabilités comment? De manière catastrophique.
Très bien. Merci, Alors, il faut faire des choses qui rapidement responsabilisent et qui raffermissent le Cameroun. C'est vous qui avez dit que c'est le président Biya qui prend le coup. Très Il faut bien. que le président Biya, souvent sur des cas comme ça, montre aux Camerounais qu'il est aux commandes de son bateau. Très bien. Alors, on va rapidement dire un mot sur l'un des sujets qui était prévu pour être débattu ici. Malheureusement, on n'en a pas assez parlé parce que le concerné n'est pas venu. On a parlé de la suspension du professeur Bahebek Jean, qui a donc été suspendu pour 4 ans de ses fonctions d'enseignant à l'université de Yaoundé 1, à la faculté de médecine et des sciences biomédicales. M. Bahebek qui était invité sur ce plateau, mais qui n'est pas arrivé. Alors, juste un mot pour rassurer nos téléspectateurs. Alors, comment est-ce que vous avez, Edmond Kambia, apprécié cette suspension? On l'a dit, hein, on accuse le professeur de des comportements violents, on accuse d'actes d'insubordination, actes constitutifs d'atteinte à l'éthique, à la déontologie. Rapidement, un mot sur cette actualité. Oui, la presse a abondamment parlé de cette actualité-là. Je dis si les faits sont avérés, c'est-à-dire les faits qu'on lui reproche, insubordination, coup violent, et que la sanction a été celle-là, 4 ans de suspension, j'estime quand même que 4 ans de suspension pour un enseignant-chercheur, c'est très lourd. C'est très lourd. Je ne sais pas quels sont tous les contours, parce que lui-même, lorsque je l'ai écouté sur des plateaux, il conteste, il dit qu'il n'y a jamais eu d'insubordination, il dit qu'il n'a jamais adressé un coup violent à qui que ce soit, à aucun collègue. Il aurait bien fallu qu'il soit là, malheureusement, il n'a pas pu arriver, parce qu'il était convié. Oui. Mais je dois dire quand même que dans nos universités, on connaissait les problèmes de harcèlement sexuel. Je crois que l'un de ses collègues a également été suspendu pour cela. Pour 2 ans, oui. On se rend compte qu'il y a également d'autres types de problèmes. Insubordination et incitation à la violence. Incitation à la violence. Mais je me pose une question quand même, parce que ça devient récurrent de voir des enseignants s'étriper ainsi, et notamment des enseignants qui ont été très proches dans le passé et qui subitement deviennent des grands rivaux. Parce que quand je suis un peu le parcours du professeur Bahebek et de celui du professeur Soso Aurélien, ils ont beaucoup travaillé ensemble. L'un a même adoubé ou coordonné les travaux de l'autre. C'est-à-dire le professeur Soso Aurélien a été son maître, en quelque sorte. Je ne voudrais pas citer d'autres cas de figure parce qu'il y a eu d'autres procès en ce moment, depuis quelque temps, entre d'autres professeurs et leurs maîtres. D'accord. Dans les tribunaux. Et j'ai l'impression que cette affaire va aller au-delà du cadre universitaire pour se retrouver également devant les tribunaux. Ce serait dommage. Il faut que le professeur Jean Bahebek faisait savoir dans ses sorties qu'il était victime de ses engagements politiques, entre autres. Préciser également qu'il est quand même en procès avec le recteur, M. Soso, pour une affaire de plagiat de mémoire, de recherche. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une connotation politique dans cette suspension au regard, nous parlons là avec des pincettes puisqu'il n'est pas là, mais comment est-ce que vous sentez tout ça? De ma position, je ne saurais le dire. Seulement, je sais que le professeur Bahebek, dans son domaine, était un expert très bien reconnu. Mais dans la vie, au-delà du savoir-faire, il y a le savoir-être qui est souvent capital. Et connaissant le professeur, je ne peux ni jurer ni mettre ma main au feu, en positif ou en négatif. En regardant la sanction, je me dis qu'il pourrait y avoir quelque chose. Donc, je me réserve, mais je me dis, s'il y a eu de telles sanctions, le milieu universitaire devrait... Vous savez, dans l'université, normalement, on fonctionne comme dans l'armée. C'est le plus ancien, et le plus gradé ou le plus ancien qui devrait. Mais à un moment donné, au Cameroun, on sait que cette déontologie n'a pas souvent été respectée et ça a entraîné des frustrations. Donc, ça peut avoir entraîné ici et là des tiraillements. Mais il faut tenir que le savoir-être est important et le respect de la déontologie aussi. Robert Moutambassa, une réaction à cette... Oui, une réaction parce que j'ai suivi aussi dans les médias et puis j'ai suivi même l'émission du professeur Bahebek l'autre jour, vendredi dernier. Moi, je peux vous dire que je l'ai connu un peu sur les plateaux de télévision et il m'a marqué un peu lors d'une émission à une télé voisine où il a été un peu violent dans le verbe vis-à-vis d'un conseiller municipal de Douala 5 qui s'appelle Bessala. Il n'était pas du même avis. Il lui a dit, des gens qu'on coupe avec la machette. Moi, ça m'a marqué. J'ai dit, mais comment il peut dire ça? J'ai trouvé ça violent. Mais je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu, on ne se connaît pas. Mais je pense que si ce genre de comportement est apparu à plusieurs niveaux, peut-être que ça peut justifier certaines choses. Je ne justifie pas la censure. Mais je pense que pour ceux je me suis renseigné un tout petit peu, le professeur Aurélien Saucier, c'est un éminent
professeur d'université agrégé, c'est les sommités au Cameroun. Le professeur Bahebek, c'est une sommité au Cameroun. C'est des sommités qui font honneur au Cameroun. Je suis un peu gêné de voir, parce que c'est les intellectuels qui orientent la société. De grands esprits qui n'arrivent n'arrivent pas à cohabiter. Quand deux grands esprits n'arrivent pas à cohabiter, parce qu'il y en a un qui pense que son père, son maître, son tuteur est trop présent, et l'autre estime qu'il veut un peu plus de liberté, il veut un peu d'oxygène, il veut son autonomie, son indépendance, ça pose problème. Je pense que c'est pas sur la place publique qu'on devait résoudre ce genre de problème. Il a bien fait de ne pas venir. Et s'il m'écoute, moi je crois que c'est pas bien de continuer sur le plateau de télévision. Il a beaucoup travaillé avec le professeur Soso. Oui. Ils se connaissent bien, mieux que nous tous ici. Et je lui conseillerais plutôt d'aller vers son grand frère, parler de petit frère à grand frère, trouver une solution. Et ensuite, ils vont voir le ministre pour qu'on essaie de lever cette sanction qui est lourde, comme l'a dit Edmond. Elle est très lourde pour un professeur d'université parce que ce n'est pas au professeur Bahebek qu'on fait tellement de mal. Lui, il est arrivé, il a sa clinique, il peut continuer à travailler, mais c'est les pauvres étudiants. Les étudiants, c'est le Cameroun. Comment ça sera analysé à l'extérieur. Donc, moi, je pense que je n'encouragerais pas le professeur Bahebek à rester agressif. Il devrait plutôt tempérer, aller voir son grand frère, son maître, son père spirituel, son père académique, si tu veux, de manière à ce qu'ils trouvent une entente. Et quand ces deux vont se remettre ensemble, c'est le Cameroun qui aura gagné. Et je crois que c'est très facilement que le ministre de l'Enseignement supérieur, qui je pense était président de la commission, ou lui ou bien de ses représentants, peut revenir sur cette décision qui est très lourde, parce qu'il faut l'avouer, elle est très lourde. Mais c'est deux gens qui se connaissent très bien. Et je crois que nous gagnerons tous à voir ces deux gens se regarder, dans le sourire système, et se saluer là-bas. Alors Yves Tala, je sais que vous êtes assez gêné de réagir sur ce sujet, mais vous allez réagir quand même surtout sur l'avenir de ces étudiants dont avait la charge le professeur Bahebek. Qu'adviendra-t-il? Comment est-ce que ça se gère à l'université après une sanction pareille? Et tous ceux qui l'encadraient, comment ça se passe? Peut-être il était, je ne sais pas moi, directeur de mémoire de certains étudiants. Comment est-ce qu'on va gérer ça aujourd'hui puisqu'il est suspendu? Mais on va redéployer les étudiants vers d'autres spécialistes. Ça, et donc, du coup, les étudiants pâtissent quand même. En pâtir, c'est difficile à dire, mais comme on l'a dit, c'est de pouvoir essayer de trouver un compromis dessus pour que, voilà, on puisse bénéficier de toutes les expertises. De tous ces grands esprits. Alors, merci d'avoir réagi sur ces questions, messieurs. On va arrêter l'émission à ce niveau-là. On aurait bien souhaité avoir le professeur Bahebek qui n'a pas pu faire les déplacements ou qui serait peut-être pas très loin de Douala. Ce sera pour la prochaine fois. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Serge Soho, merci d'avoir fait le déplacement. Merci à vous, Robert Mutambassa. Merci, Edmond Kamga. Merci, Yves Tala, d'être venu. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir accompagnés pendant toute cette émission. Rendez-vous dimanche prochain avec d'autres panélistes et d'autres sujets. Bon dimanche à tous.